Salut à tous et bienvenue au comptoir de la guilde pour ce deuxième épisode. Je suis avec Agent Cobra Salut! et avec Zav. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler d'Ars Magica. Comme vous l'avez entendu, aujourd'hui on va vous parler de Ars Magica. Et donc c'est un jeu qu'on commence à connaître pas mal. Moi personnellement j'ai joué à plusieurs éditions, sur plusieurs parties, avec Blazy comme MJ et sans Blazy comme MJ. Je n'y ai que joué et je n'ai jamais me jeté. Moi, c'est plus simple. J'ai joué qu'à la dernière édition et qu'avec le grand Bilzy. Et donc, Oh, le grand busy, tu me touches. et donc j'ai fait qu'une partie, mais on s'est vachement bien amusé à créer le personnage et puis à faire ce one shot ensemble. C'était super cool. Justement, si on vous parle d'Ars Magica aujourd'hui, c'est entre autres parce que j'ai beaucoup forcé. C'est un jeu de rôle qui me tient énormément à cœur. Un jeu qui m'a accompagné durant toute ma vie de rôliste, hein. Je l'ai découvert. C'est le deuxième jeu de rôle auquel j'ai joué, même si c'était pas la même édition que celle qui est la plus récente. Je l'ai beaucoup masterisé, je y ai beaucoup joué depuis des années avec énormément de parties. J'ai joué pas mal de personnages. C'est un jeu dont je commence à connaître le lore sur le bout des doigts. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux possibles et c'est une des pierres centrales du jeu de rôle, Ars Magica, qui a une pierre fondatrice du jeu de rôle dans les années 80. Voilà. Vous allez me demander, mais Billy, qu'est-ce que Ars Magica? En fait, c'est assez simple, Ars Magica, le concept, il peut t'expliquer en une seule phrase. Vous jouez en 1220, au Moyen-Âge, en Europe, mais dans ce qu'on appelle l'Europe mythique, c'est-à-dire que c'est l'Europe de l'époque où les croyances sont vraies. Dieu existe, il y a des fées, les contes sont vrais, les légendes sont vraies, mais également les médecines de l'époque sont vraies, hein, on va faire des saignées, ce genre de choses, et la magie est vraie. Ça tombe bien, Ars Magica, les arts de la magie. Et Bilzy, est-ce que tu peux nous en dire plus sur sur l'historique de Arc Magica? Ars Magica, ouais. D'ailleurs, si on veut être un peu tatillon sur la prononciation, ce serait Ars Magica. Être latiniste sur le... Alors je suis pas latiniste, venez pas m'insulter dans les commentaires par contre. Mais oui, donc il y a eu 5 éditions de ce jeu. La première a été éditée en 1987 par Lyon Rampant. Donc c'est un jeu qui a été créé par Mark Reinhagen, qui est un peu un gros nom du jeu de société et du jeu de rôle. Il a notamment bossé sur la 3.5 de Donjons et Dragons. Lyon Rampant a édité 2 ans après une deuxième édition en 89, qui est une édition en fait plus complète que la première. C'est ce que les fans du jeu appellent la première vraie édition, en fait, le True Edition, parce que la celle de 87 était encore un peu brouillonne. Après ça, Lyon Rampant va avoir du mal à survivre. Ils vont se faire racheter par White Wolf. White Wolf, on connaît bien dans les années 90, hein, c'est un peu la chute des jeux Donjons et Dragons, etc. Et White Wolf va en profiter pour introduire son Monde des Ténèbres, son World of Darkness, dans lequel Ars Magica va trouver sa troisième édition en 1990. Mais du coup, est-ce que ils vont en profiter pour apporter des éléments de World of Darkness dans Ars Magica? Ouais, ouais, et vice-versa d'ailleurs. En fait, déjà, le jeu va changer un peu de thème, c'est-à-dire que il y aura beaucoup plus d'éléments genre en déclin, par exemple la magie en déclin, la civilisation bloque la magie, ce genre de choses. Des thèmes très 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 présents dans la troisième édition, qui rejoignent par exemple ceux de Loup-Garou, de World of Darkness, où la nature perd la place à l'humanité. C'est qu'en termes de lore ou c'est aussi en termes de règles? Est-ce Mais qu'il en y a... termes de lore, parce que les règles, ils ont vraiment conservé à peu près celles des éditions d'avant. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter un saut de D10 comme dans les autres jeux, on va plutôt chercher à lancer un D10 avec des bonus comme on l'aura après pour la cinquième. D'ailleurs, comme World of Darkness va être super populaire à l'époque, on se rend compte dans les années 90, World of Darkness c'est le jeu de rôle, enfin les jeux de rôle en l'occurrence, c'est une édition qui va être considérée comme l'édition canon par beaucoup de gens, beaucoup de fans du jeu, parce qu'ils ont découvert le jeu avec cette édition-là, et elle s'intègre avec le reste du World of Darkness. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans World of Darkness, aujourd'hui encore, dans Vampire, on rencontre des Trémérés. C'est la base, c'est une maison d'Ars Magica. Euh, White Wolf, ils vont pas garder la licence longtemps, ils vont sortir des extensions. Ils vont la revendre à Wizards of the Coast. Oui, Wizards of the Coast a eu Ars Magica pendant quelques temps, pendant pas longtemps. D'ailleurs, je l'ai pas dit par contre, la troisième édition a été traduite en français. Et c'est justement à celle-là Voilà, que j'ai joué voilà. avant de jouer à l'actuelle et à la cinquième. Voilà, donc c'est aussi celle sur laquelle j'ai découvert le jeu, parce que mon MJ de l'époque était un vieux de la vieille. Elle a été traduite elle a été traduite par Jeux des cartes en français en 93, donc 3 ans après sa sortie. Wizard of the Coast a sorti 2 extensions, qu'ils ont récupérées dans les années 90. Mais ils vont pas en faire grand chose, ils vont la vendre à Atlas après, Atlas Publishing,
qui va en 96 publier une 4e édition, qui pour le coup va se dé-World of Darknessiser. On va perdre un peu ces éléments-là de White Wolf. Par contre, cette édition ne sera pas traduite en français, à part un scénar qui sera auto-publié par des fans. Et donc Atlas vont conserver la licence, et en 2004, donc 8 ans après, ils publient la 5e édition, qui est la dernière, qui sera traduite en français 9 ans après, en 2013, par Ludopathe, qui passera par un Ulule d'ailleurs, qui marchera super bien. On parlera un peu après enfin, je reparlerai un peu après du matériel qui a été publié par Ludopathe. Donc voilà, c'est la 5e édition, donc, dont le livre de base a été primé dans pas mal de festivals et de jeux. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un jeu qui a bien marché. Et en 2016, Atlas a décidé de fermer la gamme Ars Magica, c'est donc terminé, il n'y a plus de publication depuis, il n'y a plus rien, il n'y a pas de projet en fait sur Ars Magica, et même en français c'est compliqué de se les procurer aujourd'hui. Alors faut savoir que quand ils ont fait leur traduction, Ludopathe, ils ont traduit une bonne partie de la gamme, mais pas tout. Déjà il y a pas mal de choses de 4e édition qui étaient considérées encore comme valides en 5e, mais ils n'ont pas été traduites, pardon. Mais ce qui a été traduit par Ludopathe, c'est le livre de base, évidemment. L'extension pour faire son alliance de mages, parce que dans le jeu, en fait, les mages se regroupent en alliance, et donc il y a une extension pour créer sa propre alliance, et la faire évoluer dans le temps, parce que c'est un jeu qui se déroule sur plusieurs années, voire des décennies. Ils ont traduit 3 extensions qui parlent des maisons de mages, donc énormément de lore surtout, et ils ont sorti un supplément en français, donc fait par eux, écrit par eux, qui s'appelle Arles. C'est une extension où ils développent le pays d'Arles dans le monde d'Ars Magica. Pour le coup, il est intéressant, mais ils ont changé pas mal de choses du canon. Donc si vous voulez jouer à la vraie Ars Magica, entre guillemets, c'est pas forcément la bonne extension à regarder. Et ils ont aussi évidemment traduit un écran. Et du coup, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de matériel et qui veut se lancer dans Ars Magica, qui veut, imaginons tout avoir, quel budget cela représenterait? Et est-ce qu'il y a des ressources gratuites disponibles sur Internet? Alors des ressources gratuites, vous pouvez en trouver sur le site d'Atlas en anglais, et sur le site de Ludopathe en français, je crois qu'il y a quelques ressources gratuites. Sinon, essayez d'acheter des PDF ou de tourner sur des PDF. Je sais qu'Atlas en vend en anglais. En anglais, il y a eu pas mal d'autres extensions qui sont sorties, qui n'ont pas été traduites. C'est vraiment une gamme très 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 fournie en anglais. Sinon, oui, c'est assez compliqué de se procurer le jeu. Le livre de base est encore trouvable en magasin, vous avez de la chance. Sinon, il faut aller sur le marché d'occasion. Ça se peut se trouver aussi sur le marché d'occasion. Par exemple, moi, quand j'ai voulu acheter des extensions, j'ai été obligé de les acheter en édition collector, parce qu'il n'y avait plus d'extensions disponibles en version normale, donc ça a tout de suite augmenté le budget. Moi, j'ai juste une petite question, c'est par rapport au livre de base. Est-ce qu'il comprend déjà des aventures dedans, des monstres, etc. Alors, il y a un... Alors, ou pas du tout? on en reparlera quand on parlera peut-être des défauts du matériel, mais en fait, le livre de base a un bestiaire qui est très peu fourni. C'est un peu le problème du livre de base, en fait, et d'Ars Magic en général, c'est que il y a beaucoup de choses qu'il faut designer soi-même. Il n'y a pas vraiment un bestiaire extrêmement fourni. En gros, vous allez trouver des animaux, quelques soldats, quelques pré-tirés, et des créatures magiques, etc., des démons. C'est vraiment pas très fourni, et en termes de scénario, il n'y en a pas dans le livre de base. Il y a des scénarios dans l'extension Arles, qui a été publiée par les Français, et il y en a dans les extensions anglaises qui développent des points de lore aussi, mais c'est tout, en fait. Donc, si je comprends bien, c'est une bonne base dans le sens où tu vas avoir pas mal d'éléments, mais pas assez complètes pour vraiment couvrir les besoins d'un MJ débutant, on va dire. Il a besoin de matériel additionnel. Alors oui, mais en fait, Ars Magica, c'est pas un jeu qui est traditionnel. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un MJ dans Ars Magica en théorie. Dans Ars Magica, c'est fait pour ce qu'ils appellent la troupe dans le livre. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un MJ qui tourne. Chaque joueur va être MJ à son tour. Parce que d'ailleurs, dans le jeu, ils appellent ça un compteur. Raconte l'histoire. L'idée, c'est que chaque joueur va, en créant son personnage, on en reparlera, un peu déterminer les thèmes qu'il veut aborder avec son personnage. En fait, les MJ vont se baser là-dessus, en fait, avoir un monde très ouvert, beaucoup, euh, et c'est vrai que c'est un des défauts du jeu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être je dirais, un MJ assez expérimenté pour se lancer dedans. Par contre, c'est un jeu qui est très agréable pour des joueurs débutants. Ça, on en reparlera après. Vraiment beaucoup de choses. Et donc, Belzi, tu parlais que c'était en MJ tournant. Et donc, quelle est la bonne taille de table pour pas que ça soit trop le bazar? Alors, là, du coup, c'est. Moi, je tiens à dire, j'ai jamais fait MJ tournant sur le jeu, hein. J'ai joué avec un seul MJ à chaque fois, ça se passe très bien aussi. Mhm. C'est juste que le jeu est écrit pour être MJ tournant, donc des fois, il faut adapter un petit peu. Après, c'est personnel, je pense. Moi, j'aime bien jouer avec entre 3 et 5 joueurs, de préférence 4, quoi. Comme beaucoup de MJ, je dirais. Après, on peut jouer à 6, on peut jouer à 2. Et ensuite, bien sûr, comme tous les jeux avec MJ tournant,
Il faut forcément que le background soit très clair et que tout le monde autour de la table soit au courant de ce qui se passe, où ça se passe. Et le jeu va beaucoup nous aider pour ça. Ouais, le setting de l'Europe mythique, pour le coup, dans le livre de base, est très très bien expliqué. Pour revenir sur l'Europe mythique, justement, je l'avais dit en introduction, c'est l'Europe avec des croyances qui sont vraies. Donc typiquement, on va avoir Dieu qui existe avec ses anges, les mages sont courants, hein, les mages ne peuvent pas nier l'existence de Dieu. On va avoir des médecines qui sont totalement différentes de ce à quoi on pense. On va avoir des créatures mystiques, dragons, ce genre de choses. Donc, le monstre du Loch Ness existe, hein? S'il y avait une légende sur le monde du Loch Ness à l'époque, ce dont je n'en sais rien du tout, parce que le setting se passe en 1220 et que je ne connais pas l'histoire écossaise, et bah si c'était le cas à l'époque, il y a un monstre du Loch Ness qui existe probablement, ouais. Probablement, il fait, ouais. Et donc, Ars Magica, ça parle de mages. Donc, les mages, qu'il faut savoir dans Ars Magica, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le don. Le don, c'est une capacité magique latente qui va vous permettre de faire de la magie, c'est facilement exploitable. Le souci du don, c'est qu'il va faire que les gens qu'on appelle les vulgaires, c'est-à-dire les gens normaux, vulgaires dans le sens commun, vont se méfier de vous. C'est magique, c'est comme ça. Pas l'en empêcher. Enfin, même en fait, les humains en fait, vont se méfier de vous, les animaux aussi. Et du coup, pendant longtemps, les mages, entre eux, ne pouvaient pas travailler ensemble parce qu'ils se méfiaient les uns des autres. Jusqu'à ce qu'un jour, un mage qui s'appelle Bonisagus invente ce qu'on appelle la Parma Magica. Alors, attendez-vous à voir beaucoup de latin. Le jeu, c'est Europe médiévale. Il y a beaucoup de latin. Donc la Parma Magica, c'est une protection magique, une espèce d'armure qui protège des effets magiques, notamment des effets du don. Donc ce don va être bloqué. Qui a permis aux mages de fonder leur ordre, qu'on appelle l'ordre d'Hermès. J'avais une petite question au niveau du don. C'est quelque chose d'inné qui se transmet? C'est Comment alors ça se passe? Ça s'acquiert? un enfant sur 10 000 a le don en Europe. D'accord. Et un mage qui a des enfants a un tout petit peu plus de chances que ses enfants aient le don aussi. Et oui, c'est inné. Donc ça peut un peu se transmettre, mais c'est pas évident. Il peut se perdre. Il y a des mages qui ont perdu leur don. Et il peut se déclarer tard. C'est possible D'accord. aussi. Il y a un éveil qui peut. Donc, tu peux avoir le don, mais qui ne s'est pas encore réveillé, et puis qui se réveille au bout d'un moment. On parlait du latin, il y a un truc que je trouve assez fun. Alors, on n'a pas de choses graphiques à vous montrer, mais les livres sont beaucoup agrémentés de tout ce qui est médiéval, donc avec des vitraux. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de termes de latin. Il y a des petites fresques de chevaliers qui tuent des dragons de légende, etc. Enfin, c'est très médiéval. Même les polices d'écriture sont orientées vers ça. Ouais, les livres français d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler maintenant que je le dis, sont très beaux par rapport aux livres anglais, la 5e édition. Ils ont profité de leur argent récolté sur Ulule pour engager pas mal d'artistes pour faire des super illustrations. Ce qui fait qu'ils ont un produit vraiment supérieur au produit original. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, autant en profiter. Mais du coup, quand l'ordre s'est fondé, Bonisagus a réuni son apprenti et 12 autres mages pour fonder l'ordre, 12 autres puissants mages d'Europe. Chaque mage va fonder une maison. Il y en a 12. Je vais vous les présenter maintenant. Et on pourra agir, vous pourrez parler de celles que vous avez jouées notamment. Ouais. Donc la première maison, c'est celle de Bonisagus. Donc ce sont les mages chercheurs. Bonisagus qui a inventé la Parma Magica, c'est le plus grand chercheur de tous les temps. Sa maison va le suivre. Mais c'est également des mages politiciens, parce que, donc là, j'ai dit, Bonisagus avait son apprenti avec lui. Elle s'appelait Trianoma, et c'est elle qui a réuni tout le monde. Et son rôle était vraiment politique. Elle a un peu calmé les griefs des uns vers les autres, parce que vous verrez qu'il y en a qui s'aimaient pas du tout. Elle a un peu joué de ses talents de diplomate aussi pour convaincre déjà de venir à la réunion. Et elle a beaucoup travaillé pour la paix dans l'ordre également. Ce qui fait que les bonis, on veut parler en latin, sont coupés en deux branches, les chercheurs et les diplomates, et les politiciens. Personne n'a joué de Bonisagus ici? Non. Moi j'en ai fait un chercheur, qui était un mage chercheur de. Enfin, c'était un politicien qui lui cherchait un peu des lieux magiques perdus ou des ruines. C'était un peu un Indiana Jones arabe de Jérusalem. Donc, un petit peu archéologue. Ouais. Peut-être on pourrait, avant de détailler toutes les maisons, expliquer que la maison, c'est pas une classe comme on pourrait avoir dans Oui. Donjons et Dragons. Ça va être plutôt en termes roleplay de ce à quoi votre personnage va être intéressé. Ça va vous donner une vertu en plus, on parlera des vertus tout à l'heure, mais c'est pas quelque chose qui va vous enfermer. Vous pouvez toujours avoir une personnalité, avoir plein de choses, en fait, toutes les choses que vous choisissez, vos compétences, vos vices, vos vertus et vos arts, en fait,
ne dépendent pas directement de votre maison, si ce n'est au niveau du roleplay. Et aussi, dans votre alliance de mages, tous les mages peuvent être d'une maison différente. C'est pas parce que vous jouez un Bonissagus que vous les autres vont forcément devoir jouer des Bonissagus. Donc ah oui, c'est ce que j'ai pas dit. Les maisons sont divisées en 3 catégories. Et donc les Bonissagus, c'est la première maison de ce qu'on appelle les vraies lignées. Donc, pour être dans une vraie lignée, il faut que ton maître, ce qu'on appelle ton parens, c'est le nom neutre. On dit pater pour un homme et mater pour une femme. C'est généralement un parent. Donc c'est ton maître qui t'a appris la magie, soit un Bonissagus. S'il ne l'est pas, tu ne peux pas rejoindre la maison. Une autre vraie lignée, c'est les Guernicus. Je crois que t'en as fait un, toi. J'en ai fait 2 en fait, On a fait 2. parce que j'en ai fait un effectivement avec toi, on a fait ensemble et on a joué, mais lors de ma première partie sur la 3e édition, c'est déjà un Guernicus que j'avais fait. Donc c'est une maison que j'aime bien, c'est une maison qui représente l'ordre, notamment l'ordre magique, c'est eux qui vont avoir des enquêteurs, ils vont s'occuper de la loi au niveau de l'ordre d'Hermès, de faire des tribunaux et de représenter comme ça l'ordre, de façon globale. Ouais, c'est une bonne présentation de la maison. Souvent, ils sont pas aimés par les mages parce que on n'aime pas les flics, on n'aime pas les juges. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aimais bien jouer ça. Une autre maison qui est une vraie lignée, c'est les Trémérés. Donc ceux-là, faudra les retenir. Après, j'en reparlerai pour une autre maison. Donc Trémérés, c'était le plus faible des mages quand ils ont fondé l'ordre. Et parce que c'était le plus jeune. Hein. C'est pas une question de compétences, mais vraiment, quand t'es plus autre, t'as moins de connaissances. Et du coup, il a décidé d'inventer un truc qui s'appelle le Kertamen, qui est un duel magique, qui en fait règle la plupart des conflits dans l'ordre. C'est-à-dire que si on se dispute et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on fait un Kertamen devant un juge, donc souvent devant un Guernicus, et celui qui gagne, il a raison. C'est aussi simple que ça. Et ça évite pas mal de meurtres, en fait, parce qu'on n'a pas le droit de faire de mal à son adversaire. Ils sont devenus experts en pierre feuille. C'est ça, c'est un peu l'idée. Et en fait, les Trémérés, c'est une maison extrêmement rigide. Donc, l'ordre est une démocratie, plutôt une république, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais chacun a le droit de vote. Et les Trémérés, en fait, tu ne- tu ne- ton droit de vote est conservé par ton parens, donc par ton maître, tant que tu ne l'as pas battu dans ce duel magique qu'est le Cartamen. Donc c'est une sorte de rite de passage. C'est ça. Et en fait, c'est pour eux considèrent que l'ordre ne devrait pas être une démocratie, justement. Et c'est une façon de conserver le pouvoir entre peu de gens Mhm. qu'ils considèrent comme compétents. C'est une maison très militaire. C'est vraiment l'armée de l'ordre. Hein. Ils sont très rigides, très ordonnés. Et ils ont un moment essayé de faire un coup d'État. Ça n'a pas marché, mais ils ont essayé. Voilà, c'est encore une maison qui a ses gros préjugés envers elle. Mais Donc si je comprends bien, un maître peut avoir qu'un seul disciple puisqu'il peut non, transmettre non, justement, en fait, son droit de vote à... tu peux avoir autant d'apprentis que tu veux, Mhm. que ce soit en tout ou en même temps. Tant que tu arrives, enfin au maximum 4 en fait, mais tant que tu arrives à leur enseigner de manière égale et efficace, l'ordre ne t'interdira pas de prendre des apprentis. Pourquoi maximum 4? Parce qu'en fait, l'ordre estime que tu dois avoir, quand tu es un apprenti, dédier au moins une saison par an, donc 3 mois, à l'apprentissage. Donc en fait, si tu en as plus que 4, tu peux pas faire ça. Donc du coup, en fait, un Tréméré pourrait avoir 5 droits de vote, le sien, plus éventuellement 4 Oui, et ce apprentis. qui peut être drôle, c'est que, alors, c'est très mal vu dans la maison, mais certains ont des apprentis avant de récupérer leur propre droit de vote. Donc le droit de vote de leurs apprentis vont à leurs parents à eux. Ah. Ça, c'est très mal vu. En général, on attend que les mages battent leurs parents avant d'avoir des apprentis. Mais du coup, si ton apprenti, tu as fini de le former, mais qu'il ne te bat pas au Cartamen, tu ne vas pas continuer à le former une fois qu'il a atteint l'âge, mais tu continues à avoir ton droit de vote. Oui, c'est ça. En fait, Typiquement, tu pourrais avoir encore plus de droits de vote avec des anciens apprentis qui sont formés, mais qui n'ont jamais réussi à te battre. c'est ça. En fait, l'idée, c'est que l'apprenti, déjà, il est considéré comme la propriété de son parent. Tant qu'il n'a pas fini son apprentissage. L'apprentissage qui dure 15 ans. À la fin, il y a une petite épreuve, souvent symbolique, mais il y a des gens qui la ratent quand même, qui est le gant. En fait, le gant, c'est une épreuve faite par le parrain. Une fois qu'elle est réussie, l'apprenti devient un mage. Il a un statut de mage, et même s'il n'a pas son droit de vote, il a son statut, donc il est protégé par la loi, il est sa propre personne, et donc t'as pas le droit de l'attaquer, etc. Alors qu'un parrain a le droit de faire beaucoup de choses à son apprenti tant qu'il n'est pas mage. Il a le droit notamment de faire des expériences sur lui. C'est joyeux. Et la dernière vraie lignée, c'est la maison Merkéré, qui est la maison la plus spéciale parce que c'est une maison dont quasiment aucun mage n'a le don. Pourquoi? En fait, c'est simple, Merkéré, le fondateur, a fini par perdre son don. J'ai dit que ça pouvait se perdre, et donc le vieux monsieur a fini par ne plus pouvoir faire de magie, mais par respect pour son ancienneté,
Les autres fondateurs lui ont laissé son statut de mage. Il a déclaré que, bah, en fait, dans sa famille, ses enfants seraient mages aussi, même s'ils ne font pas de magie. Donc, dans la maison Merquéré, il y a peut-être peut-être 100, 200 mages, mais il y a à peu près 4-5 personnes qui font vraiment de la magie. Les autres sont ce qu'on appelle des toques rouges. Donc, c'est des gens qui vont faire le facteur. Et comme ils n'ont pas le don, ils peuvent monter à cheval, c'est pratique. Ils vont servir donc de facteur, de administratif, ils vont faire des inventaires, ce genre de choses. Ils vont aussi gérer le commerce dans l'ordre. Toi, t'avais fait une toque rouge que t'as pas pu jouer. Effectivement, et donc justement, c'est le passage où je vais taper sur des i parce que j'ai fait une top rouge que je n'ai jamais pu jouer. Et donc, du coup, là, j'ai hâte qu'on recommence à jouer pour que je puisse la sortir parce que c'est quelque chose que je trouve assez fun d'avoir un personnage comme ça qui est un compagnon quand même. Alors, On parlera on parlera des compagnons tout à après. l'heure ce que c'est un compagnon, ce que c'est un mage. Donc, d'avoir un compagnon qui a autant d'importance et qui peut avoir ses petites particularités avec lesquelles on peut faire des trucs assez fun. On peut peut-être passer aux autres maisons. T'as des questions sur la maison Tréméré, Cobra? Non, moi c'est assez clair. D'ailleurs, c'est Merquéré, pas Tréméré. L'autre type de maison qu'on a derrière, c'est les Societates, ou Societas au singulier. C'est les maisons en fait où il n'y a pas de prérequis sur l'entrée. Donc les maisons d'avant, il fallait que ton parrain soit un Bonissagus pour être chez Bonissagus. Là, c'est pas le cas, tu peux rentrer. Et donc, par exemple, il y a des Bonissagus qui vont partir de leur maison. À un moment, c'est possible, on peut changer de maison. Et qui vont aller dans une Societates. La première de ces maisons dont je voudrais parler, c'est la maison Titalus. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des Trémérés. Et Titalus, c'était le frère magique de Tréméré dans le sens où ils ont été formés par la même mage. Et ils ont été en compétition toute leur vie. En fait, les deux ont dans cette idée que le monde est un éternel conflit et que c'est le conflit qui nous rend plus forts. C'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de régler le problème. Tréméré, lui, considère que pour affronter le conflit, il faut être soudé, il faut une hiérarchie claire et précise. Titalus pense qu'au contraire, il faut que le conflit soit au sein de l'ordre pour qu'on soit plus fort. Titalus va former ses apprentis à devenir des espions, des maîtres de la dissimulation et des illusions, met des sociétés secrètes au sein de l'ordre, et ils vont avoir une rivalité éternelle avec la maison. C'est un peu des sites, quoi, en fait. C'est un peu des sites, mais ils sont pas méchants en soi. Oui. Et surtout, ils se respectent entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, un truc qui est intéressant, c'est que le laboratoire du mage, qu'on appelle le sanctum, est un lieu privé. On n'a pas le droit d'y rentrer. Si un mage rentre dans ton sanctum, tu peux lui faire ce que tu veux. T'as le droit. Tu peux le tuer. Même si tu l'as invité. Donc, si on t'invite dans ton sanctum, en général, on s'invite pas dans les sanctums, justement. Et les Tritalus jouent à un petit jeu, c'est de s'introduire dans les sanctums les uns des autres pour se montrer qu'on peut le faire. Sans mourir. Ouais, c'est la partie un peu plus compliquée. C'est des maîtres du déguisement. Titalus était aussi un lépreux. Donc ils ont aussi cet attachement au non, justement pas l'aide, mais au fait de ne pas s'attacher aux apparences. D'ailleurs, je n'ai pas parlé beaucoup, je ne rentre pas dans les détails, mais évidemment, ces gens, la plupart sont morts ou ont disparu. Hein. Aujourd'hui, l'ordre a été fondé au 9e siècle, on est en 1220. Il y a eu des morts, et Titalus a disparu. On ne sait pas ce qui lui arrive. De théories de fans dans l'ordre hermétique. Un petit crépuscule. Peut-être on en reparlera du crépuscule aussi, c'est intéressant parce qu'on parlera des cultes des mystères après. Je spoil. Une autre sociétas après dont on va évoquer, c'est les flambeaux. Flambeau, c'est le seul français de l'ordre, donc Cocorico. Flambeau, c'est le combattant par excellence, un croisé. Il a été en croisade. Parce que oui, les mages sont très pieux parce qu'ils savent que Dieu existe, donc ça aide. Et Flambeau a passé sa vie à affronter les ennemis de l'ordre et également les ennemis de la chrétienté. Alors, les mages sont pas spécialement anti-chrétiens, parce qu'ils savent que que le divin vient également des autres religions. Hein. En fait, c'est le même Dieu, c'est juste c'est pas la même façon de le prier. Mais à l'époque, Flambeau, lui, c'était un croisé, et il a prononcé cette phrase qui est devenue célèbre dans l'ordre: rejoignez-nous ou mourrez. Très sympa. En fait, c'est les mages qui ne rejoignent pas l'ordre, ils rejoignent ou ils meurent. Les flambeaux sont des combattants par excellence de l'ordre. Ils sont pas une armée organisée, c'est plus des chevaliers magiques isolés, solitaires. Non, pas vraiment des mercenaires. Bon, ils peuvent l'être. Ils peuvent être engagés pour tuer des monstres, mais c'est plus des gens qui vont essayer de défendre l'ordre. Bon, ils ont un salaire, hein. Mais voilà. J'ai présenté deux sociétas. Une autre sociétas, c'est Ex Miscellanea. Donc ça, c'est simple. T'en as fait deux qu'on a fait un? Pas Non. Ex Miscellanea, C'est toi qui en as fait un. C'est la seule maison qui n'a pas été créée au départ dans l'ordre. En fait, il y a une maison qui a été détruite, donc je ne vais pas en parler, et il y a une maison qui a été rajoutée après, pour faire le compte de 12. La maison Ex Miscellanea, elle a été fondée par une Titalus. Et en fait, c'est la maison des rebuts, en fait. Ceux qui ne vont dans aucune autre maison, ils seront toujours acceptés ici.
que chaque maison a un peu sa philosophie. Bah, la philosophie de cette maison-là, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut. Et la dernière sociétas, c'est la maison Yerbiton. Alors Yerbiton, c'était un noble des Alpes. Il avait le don, il a ce qu'on appelle le don de velours. Don de velours, qu'est-ce que c'est? C'est un don qui ne fait pas d'effet sur les animaux ou les humains. Voilà. Donc en fait, vous pouvez passer pour quelqu'un de normal, ce qui fait que le gentil petit Yerbiton, bah en fait, il a grandi sans avoir de problème. Donc il est resté dans sa maison de noble. Et cette philosophie de rester chez les nobles, ça a marqué la maison qui, du coup, encore aujourd'hui, est la seule maison qui défie un peu la loi, parce que l'ordre n'autorise pas normalement à s'immiscer dans les affaires de guerre. C'est les seules maisons qui, globalement, dit qu'ils s'en foutent de la loi, ils y vont. Et ce sont les diplomates de l'ordre, en fait, en extérieur, quoi. Donc là, on a fait 8 maisons, c'est déjà pas mal, c'est les 2 tiers. Ouais, c'est un jeu qui est long, hein, on va rester là pendant 4 heures. Le dernier type de maison, c'est les cultes des mystères. C'est mes préférés. D'ailleurs, je vais finir par ma maison préférée. Donc les cultes des mystères, en fait, pour y rentrer, il faut être initié au culte. Donc soit par ton parrain, ce qui t'a initié au culte quand t'étais apprenti, soit, en fait, tu t'es fait initier plus tard dans ta vie, 50 ans, par un ami, souvent moyennant rémunération. Donc ça peut venir aussi de ton origine, Oui, voilà, comme les Mérinita par voilà. exemple. On va commencer à parler des Mérinitas, t'en as fait un, toi. Ouais, C'est justement. merveilleux. Bah, si vous voulez, je vais vous parler de mon Mérinita. Pourra vous donner une idée de la maison. En fait, mon Mérinita, c'était globalement Sylvain Durif. Les Mérinitas, en fait, ont un lien avec tout ce qui est féerie. Et donc, mon Mérinita était parti en Arcadie, donc qui est une dimension féerique, qui s'y est un peu perdu pendant quelques années, et donc du coup, il était empreint de magie féerique. T'es devenu un peu fou. Ça, Voilà. c'est ton interprétation. Et les Mérinitas donc s'intéressent effectivement beaucoup à la féerie et du coup oui effectivement pour être initié au mystère il faut être faire de la magie féerique. Il faut soit être tout simplement une fée, donc on peut être un fils de fée, hein, ou avoir été initié par son parrain. Un autre culte des mystères que tu as joué Cobra, pour en Ouais, dire un peu à toi, c'est les Bjornair. ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment attaché aux animaux et à la nature. C'est c'est vraiment un lien particulier où ton magicien peut se transformer dans son être ami, on va Son dire. animal de cœur. Voilà, animal de cœur. Et a ses caractéristiques même lorsqu'il est humain. En C'est fait, ça qui est marrant. en soi, n'importe qui peut se transformer, n'importe quel âge peut se transformer en animal. Mhm. C'est juste que les Bjornair sont des animaux en fait. C'est ça, Ils sont à la fois humains et animal. Et donc ils ne peuvent se transformer que en cet animal. c'est ça. Ils ne peuvent pas prendre de familier contrairement aux autres mages parce qu'ils sont leurs propres familiers, c'est vrai. Donc toi, ton animal de cœur, c'était C'était un un vautour. vautour. Un pigeon. Non, un vautour. Et du coup, ce que tu disais, c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont à la fois animaux et humains, donc ils gardent un peu des caractéristiques de leur personnalité humaine sous forme animale, C'est ça, mais également des caractéristiques animales sous forme humaine. C'est-à-dire que si un mage est un animal de cœur hibou, il va regarder un peu autour de lui de manière très oui. sec Puis la nuit. il va voir la nuit et puis à 360 degrés. Toi, tu étais un vautour, donc tu mangeais. 360 degrés, je suis pas sûr que son cou puisse se plier autant quand même. Tu as mangé de la viande crue, toi, en tant que Ouais, vautour. voilà, moi c'était par rapport à la viande crue et puis Euh, tout ce qui est viande avariée ne me faisait pas. j'avais un joueur dont l'animal était une loutre, il mangeait des poissons crus, il allait Hmm. pêcher dans l'eau, il collectionnait des cailloux. Une chose tout à fait normale. Le troisième culte des mystères, Et juste pour finir, mon personnage, et ça c'était un des vices qu'il avait, c'est qu'il avait le mal des transports. Donc il était obligé de se transformer en vautour pour voyager la majorité du temps. ouais. Et du coup, le troisième culte des mystères, c'est les Werditius. Ce sont des mages enchanteurs par excellence, des gens complètement imbus d'eux-mêmes, avec un orgueil surdimensionné, qui ont une magie en fait qui a été. En fait, ils sont obligés d'amputer leur magie en fait, donc ils ne sont pas aussi bons que les autres, pour pouvoir mieux faire des enchantements. Donc ça va être les plus grands enchanteurs de l'ordre. Ils vont fabriquer des armes magiques exceptionnelles, ils vont fabriquer des objets incroyables. Moi j'ai eu un Werditius dans une campagne où j'étais joueur qui a fabriqué une photocopieuse en enchantant un encrier, qu'en fait qui lisait un bouquin, qu'il recopiait. Il a fabriqué il a fabriqué une photocopieuse. Il y en a un qui a fait un fax. Donc en fait c'était 2 bouquins, c'était écrivé dans un fax, s'écrivait dans l'autre. Vraiment faire plein de choses. Euh, Mais ça va mettre le rouge au chômage si quand tu écris dans un bouquin, ça s'affiche de l'autre côté. en fait, enchantant un objet c'est cher. C'est des ressources extrêmement compliquées à récupérer. Et t'as une portée limitée, j'imagine. Non, non. Ah non? Ça dépend des ressources que tu claques En fait, dedans. des ressources, c'est de la puissance de l'effet en soi. Mhm. Et ce sont aussi souvent des artisans en fait. Ils vont fabriquer les objets qu'ils enchantent. C'est-à-dire que souvent ils vont être
à la fois forgeron, souffleur de verre et menuisier, ce genre de choses pour fabriquer leurs propres objets. Et le dernier culte des mystères, ma maison préférée, les Criamon. Pourquoi c'est mes préférés? Parce qu'ils sont tarés. Mais vraiment, pour le coup, c'est pas comme les Merenita. En fait, la magie implique d'avoir un risque. C'est quand on fait un sort, ça peut mal se passer. Chez Critique, ça arrive. Et quand ça arrive, le mage, en fait, il se fait distordre. Il a de la distorsion. Et s'il se fait distordre trop fort, il va visiter un endroit merveilleux qu'on appelle le crépuscule du magicien. Ça vous est déjà arrivé? Ouh. Non. Non, j'ai pas eu cette chance. Le crépuscule du magicien, en fait, c'est une expérience traumatisante. En fait, votre psyché va être envoyée dans un endroit, en fait, on sait pas c'est où. Plein de gens ont des théories, les Criamon ont plein de théories, mais en vrai, on n'en sait rien. Euh, où vous allez vivre plein d'expériences mystiques. Si vous les comprenez, vous allez avoir plein de bonus de points d'expérience ou ce genre de choses, voire avoir de nouveaux pouvoirs. Si vous les comprenez pas, ça va mal se passer pour vous. Vous pouvez perdre des points d'expérience, vous pouvez perdre la vue, vous pouvez Perdre la vie. voilà. Et perdre la vie, en fait, oui, en fait, au bout d'un moment, en fait, si tu es trop distordu, tu finis par y rester. Ce qu'on appelle le crépuscule final. Et donc, en fait, les Criamon étudient ça, ce qu'ils appellent l'énigme, en fait. Une grande réponse à l'univers, la question de l'univers et tout le reste, comme on pourrait dire dans Ah, c'est pas 42, on m'aurait menti. De la vie, de l'univers et du reste. Ouais. Ils sont aussi de très bons devins, parce qu'en fait, ils utilisent leur connaissance mystique pour interpréter les signes. Et ce sont des mages très, avec une hygiène de vie très stricte. Notamment, ils font souvent vœu de célibat. Ils ne mangent pas de viande, souvent ils sont végétariens. Ils s'interdisent beaucoup de joie, parce qu'ils considèrent ça comme des distractions. Parce que leur but, c'est de sauver tous les mages, pour leur permettre d'atteindre un idéal en trouvant la réponse à l'énigme. Et personne ne les comprend, en fait. Alors, en général, les jeux mages font oui, oui, et puis ils passent à autre chose. C'est des petits émos d'art. Ouais, non, c'est plus, c'est plus des étudiants en philo que t'as pas envie d'écouter, tu vois. Oui, bon, l'un devient l'autre, de toute façon. Mais voilà. Donc ça, on a fait le tour des maisons. Alors, ce que vous avez pu sans doute remarquer, c'est que ça fait un petit peu liste, comme il y a beaucoup de maisons, et on pourrait croire que c'est un défaut du jeu d'avoir beaucoup de choses, mais en fait, c'est plutôt une de ses qualités. Quand vous lisez pour créer votre personnage, donc vous lisez toutes les maisons, et en général, il y en a toujours une ou deux ou trois qui vous plaisent un petit peu plus, et vous allez baser votre personnage par rapport à ça. Ensuite, vous allez continuer, vous allez lire notamment les vices et les vertus, et quand vous lisez ces choses-là, eh ben, ça va vous donner encore plus d'idées. Donc les vertus, c'est c'est des qualités en fait, que votre personnage va avoir. Ça peut être une qualité sur son historique, donc ce qui s'est passé avant dans sa vie. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être sur ses capacités. Il y a des choses qui peuvent directement interagir avec les statistiques de votre personnage, et il y a des choses qui peuvent être un peu plus cachées, qui vont être un peu plus dans le lore. Et les vices, ça va être à peu près pareil, mais ça va être plutôt des défauts pour le coup, ou des accroches d'aventure. Votre personnage, il peut, par exemple, être hanté par un fantôme. Le fantôme peut être positif ou il peut être négatif. Il peut être chassé par des démons. Il peut être un lycanthrope. Ou bien il peut être métamorphe. Donc il peut se changer en animal. Et en fait, à lire tout ça, on n'est pas obligé de tout lire dans les détails, mais parfois, rien qu'au titre des vices et vertus, ça va donner envie de dire ah ouais, j'ai envie de jouer un personnage centré sur ça, j'ai envie qu'il fasse partie de telle maison et j'ai envie qu'il manipule telle sorte de magie. Ensuite, on va justement sur les arts magiques et on peut dire, ben, on peut répartir. Je laisserai Billy expliquer très précisément tous les arts, mais en fait, la création de personnages, c'est quelque chose qui est très puissant dans le jeu. C'est quelque chose qui donne vraiment envie de jouer et j'ai beaucoup de plaisir, moi personnellement, à rien que créer des personnages dans cet univers-là, parce que c'est très très fun. Ouais, en fait, je pense que ce qui est fun aussi, c'est même quand tu parlais des vices et vertus, les vices, ça peut être aussi des traits de personnalité. Mhm. Par exemple, un vice, ça peut être généreux. En fait, vous êtes tellement généreux que vous aidez tout le monde. Mm. C'est. Mon dernier personnage avait envieux, par exemple, Voilà. On peut avoir colérique. colérique ou des trucs comme luxure, enfin, des trucs qui vont. En sachant que le système est assez bien fait parce que ça va s'équilibrer automatiquement entre les vices et les vertus pour que votre personnage n'ait pas trop de vices ni trop Alors, de ouais, vertus. en fait, il y a des. Le jeu, oui, c'est ça, a des guidelines. En fait, les mages, Mhm. par exemple, peuvent pas. Enfin, votre personnage peut pas avoir trop de vices de personnalité parce que sinon il devient une caricature sur pattes. Il peut pas avoir trop de vices d'histoire parce que sinon, mec, t'as 20 ans et t'as déjà le monde à tes trousses, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, ouais, tu disais que c'est fun en fait, et c'est fun parce que
c'est pas un jeu où vous allez vous dire, il faut que j'ai des bons scores, comme dans d'autres jeux, en fait, où vous dites, il faut que j'ai des bons scores, parce on va affronter des trucs, on va aller dans des donjons, on va aller, tu vois. Là, vous allez voir avoir des histoires à raconter, en fait. Et c'est ça les vices. C'est ça tout l'aspect du personnage. Le choix de votre maison, vous pouvez le choisir pour la vertu gratuite, mais c'est même pas ça. Vous allez choisir votre maison parce que vous allez vouloir raconter une histoire. Par exemple, moi j'avais fait une Criamon. Une Criamon, j'ai dit, c'est des mages qui sont très stricts envers eux-mêmes. Et moi j'avais voulu faire une Criamon justement qui avait du mal avec ce style de vie. Donc j'ai fait une Criamon, mais elle correspondait pas du tout aux Criamon typiques parce qu'elle n'y arrive pas. Et c'est ça que je voulais raconter. Du coup, elle était mal vue, elle avait un peu des mauvaises réputations des fois, où elle n'arrivait pas à monter dans la hiérarchie de sa maison, parce qu'elle combat ses pulsions en fait de boire de l'alcool ou d'avoir envie de rencontrer des gens, d'avoir des petites amourettes, ce genre de choses. En fait, C'est vrai que c'est fun de faire un personnage qui n'est pas parfait. Ouais. On a envie dans d'autres jeux justement qui sont plus centrés sur les stats à vouloir faire quelque chose d'optimisé, de parfait. Et là, on a vraiment envie de dire, ben, tiens, je prends tel vice et j'ai envie de l'incarner. Et les défauts du personnage font aussi partie de lui et sont même limite plus intéressants à jouer que ses qualités. Et c'est notamment ce que j'ai fait avec mon dernier personnage, qui est un guerrier, qui, en gros, a un petit peu la rage. Il est envieux de tout le monde. Il est assez bon, mais il est envieux de tout le monde. Donc, du coup, il est un petit peu colérique et il aime bien être le centre de l'attention. Donc, il fait parfois quelques remarques désobligeantes. C'est assez fun à jouer. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que par rapport à d'autres jeux où tu as de l'aléatoire, là, c'est totalement choisi et décidé. Et c'est ça qui est super Ouais, intéressant. il y Parce a que tu peux faire exactement ce que tu veux faire. En fait, la seule aléatoire qu'il peut y avoir dans la création de personnage, c'est si vous jouez quelqu'un d'âgé, donc par là je veux dire plus de 35 ans. Désolé pour ceux qui ont plus de Ouh. 35 ans. En fait, vous commencez à faire des jeux de vieillesse. Et donc en fait, moi ça m'est arrivé de créer un personnage qui avait 40 ans et il a failli mourir d'une maladie à la con pendant la création de personnage. Comme quoi la vie tient qu'à un fil. Voilà, donc j'ai eu un personnage qui a failli mourir à la création. C'est assez rigolo. C'est aussi un délire. Hein. D'ailleurs, on parle de création de personnages. Faut rappeler qu'il y a deux personnages en fait. Chaque joueur a deux personnages. Parce qu'en fait, comme les mages ne peuvent pas parler aux communs des mortels pour la plupart, à part ceux qui ont le don, en fait, il faut aussi des gens dans l'Alliance qui n'ont pas le don, donc ce qu'on appelle des vulgaires. Donc l'Alliance, en fait, elle vit un peu dans son coin, mais elle a quand même un contact avec le reste du monde, parce qu'il faut bien manger, il faut bien faire du commerce, et donc il faut bien des soldats aussi pour se défendre. Et donc ces gens-là, ça va typiquement être ce qu'on appelle les compagnons, c'est vos personnages qui ne font pas de magie. Donc typiquement, tu parlais de Tatok Rouge tout à l'heure, qui, malgré le fait qu'elle ait le statut de mage, était une compagnon, parce qu'elle ne faisait pas de magie. Donc en fait, ça pourquoi tout le monde a deux personnages du coup? Parce que comme ça, tout le monde ne joue pas tout le temps son mage et tout le temps un personnage qui ne fait pas de magie, qu'on puisse tourner. Ouais. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un lien entre les deux personnages, entre le personnage principal qui est ton magicien et puis son compagnon ou Non, pas? justement, le jeu déconseille ça. Parce que comme D'accord. tu vas jamais les jouer en même temps en fait, Mhm. parce que tu joues pas deux personnages en même temps, il vaut mieux éviter de les lier. Par contre, le jeu t'inviterait à lier ton compagnon avec le mage de quelqu'un d'autre. Ou deux compagnons entre eux, ou deux mages entre eux. Parce que ceux-là, ils ont une chance d'être joués en même temps. Le but, quand on crée les deux personnages, c'est donc de ne pas partir en aventure avec les deux et donc Ouais, toujours d'en choisir un seul. c'est ça, ouais. Et surtout, éviter des personnages redondants. Par exemple, j'ai eu des joueurs qui faisaient deux personnages combattants. Déjà, le jeu est très punitif sur la baston, donc en fait, vous allez souvent avoir envie de l'éviter. Et du coup, en fait, bah, il avait deux personnages. Il avait en fait une flambeau qui était une pyromancienne extrêmement douée et un chef de mercenaires en compagnon. Et en fait, bah, c'est un peu tout le temps la même chose en fait. Mais du coup, ça permet de varier en fait, parce que souvent dans un jeu, ce qu'on se dit, c'est que là, je passe mon temps à jouer ce personnage-là, mais j'aimerais bien tester un autre. Bah là, au moins, on a l'occasion d'en jouer deux, voire plus, parce que je pense pas que vous ayez eu l'occasion de tester, mais il y a ce qu'on appelle les servants aussi. Vous n'avez pas eu l'occasion de tester les servants? Non, Non, ça me dit rien du tout. En fait, les servants, c'est un type de personnage qu'on rajoute quand on joue pas un des deux autres en fait. c'est Et infusible. voilà, et c'est ça. En fait, les servants, c'est des personnages un peu moins puissants parce qu'ils ont droit à moins de vices et vertus. Donc ils sont un peu plus communs en fait. Et ça peut être le soldat du coin, un tavernier, ou un truc comme ça, ou un artisan. Et vous allez les jouer, par exemple, si, je sais pas, votre mage est à l'infirmerie et votre compagnon est occupé, vous allez jouer un servant. Ou alors ça peut être le MJ qui se dit je vais faire un scénario où vous jouez que des servants, ça nous est déjà arrivé aussi. Et du coup, les servants, on ne les fait pas évoluer sur la durée. On les Oh, joue. on leur met des points d'XP en scénario, mais c'est tout quoi. Ouais. Sachant que, et encore pas tout le temps, par exemple, si tu joues un soldat, comme tu joues un soldat parmi tant d'autres, Ouais. tu vois, tu vas pas t'embêter. Et en fait, c'est aussi l'occasion de jouer des personnages
on va dire, beaucoup plus, justement, caricaturaux, et beaucoup plus rigolos, et aussi avec beaucoup moins de conséquences, parce que s'il meurt, c'est pas que c'est pas grave, mais ça a moins de conséquences sur ton jeu, quoi. Parce que si ton personnage mage meurt, bah, tu perds beaucoup. Ouais, c'est sûr. On parle d'alliance depuis tout à l'heure, mais c'est aussi une phase de création, en Ouais. fait. Les joueurs peuvent créer leur alliance. Et c'est même encouragé, en fait. Donc l'Alliance, c'est un personnage à part entière. Donc elle a aussi un système de vices et vertus qui s'appelle, pour le coup, différemment pour changer, c'est accroche et bonus. Donc les accroches, c'est un peu les vices, et les bonus, c'est les vertus. Il y a des règles pour les créer dans le livre de base, mais elles sont très très courtes et très très succinctes. Il y a une extension qui a été traduite en français, qui vous permet notamment de créer votre alliance, mais aussi de personnaliser vos laboratoires. Donc ça, on va pas rentrer dans les détails. Donc l'alliance, comment elle se crée? Elle se crée avec des points qui vont vous donner des trucs à dépenser, comme acheter des bouquins, acheter des soldats, ce genre de choses. Et vous allez aussi prendre des accroches et des vertus. Et là, il n'y a pas de limite. Autant pour les vices et vertus, il y a des limites au nombre que tu peux prendre. Mhm. Là, c'est fixé par le MJ, tant que c'est équilibré. Donc on peut choisir pas mal de choses. On peut choisir si on est en campagne, si on est dans une ville, le type d'alliance. On peut choisir, tiens, est-ce qu'elle est sur le territoire d'une bête féroce ou proche d'un portail de démons? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'alliance duquel on devrait se méfier? Il y a plein de choses et qui en général sont utilisées par le ou les maîtres de jeu pour justement faire une histoire et que le problème soit résolu. Et encore une fois, le fait de choisir des accroches, comme les vices, en fait, c'est aussi des sources d'histoire, les accroches le sont aussi, et en fait, ça va vous permettre de choisir les thèmes. Bien sûr, vous n'allez pas savoir exactement ce qui s'y passe, mais par exemple, si vous choisissez l'accroche monstre, vous savez qu'il y a un monstre dans les parages. Le seul truc, si je peux ajouter un conseil, il y a un truc à éviter, mais c'est expliqué dans le bouquin, faut éviter... En fait, Ars Magica, c'est un jeu qui est très riche, et par exemple, il faut éviter les alliances qui sont le château magique sur la colline dans les bois. C'est un truc très basique. Le système peut faire tellement plus. Vous n'êtes pas obligé de partir en live et de faire un truc totalement débile. Et c'est fun de lier les personnages qu'on crée avec l'alliance en faisant justement des petits combos. Par exemple, sur une alliance qu'on avait créée avec justement ma toque rouge, et bon, on avait dit que c'était justement un dépôt de matériel pour les toques rouges, ce qui faisait du sens au niveau de l'histoire et qui aurait pu amener pas mal de choses, pas mal d'allées et venues dans l'alliance. Et donc, Tu parlais de monstre, c'est pas forcément un monstre maléfique, hein, ça peut être un protecteur ou quelque chose comme ça, hein. En fait, c'est quelque chose qui va causer une histoire. Typiquement, si je peux donner des exemples, dans une des alliances où j'étais joueur, on avait pris l'accroche monstre. Et en fait, c'était un griffon géant qui avait, donc gigantesque, qui fait quasiment taille d'un dragon, qui en fait a un terrain de chasse à côté. On n'est pas allé lui taper, hein. Alors, il nous a attaqué une fois parce qu'il ne connaissait pas quand on s'est installé. Mais nous, de toute façon, on a tout de suite compris que si on allait le taper, on n'allait pas gagner. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un marché avec lui, par exemple. On l'a pas tué. On a fait un marché avec lui, on a dit, on lui a rendu un service parce qu'il voulait quelque chose, et en échange, il mange à côté. Il mange toujours des gens, mais pas nous. Mais par contre, sur une autre alliance, où je suis MJ cette fois, les joueurs en fait avaient choisi monstre, et comme je savais qu'ils avaient une puissance de feu exceptionnelle, par exemple, dans ce Magica, c'est très facile de faire des matchs complètement craqués. Donc là, ils avaient cette fameuse flambeau très puissante. Bah, j'ai fait un monstre qui revenait. En fait, tu le tues, il revient. Et donc en fait, il fallait enquêter sur comment le tuer pour de bon. En fait, ça a créé cette histoire-là. Parce qu'ils l'ont tué deux, trois fois et ils se sont rendus compte, bah ouais, bah. c'est fun, mais Mais à un moment, si à chaque fois ils tuent deux pêcheurs, ça s'embête un peu, quoi, parce que c'est un monstre marin. Ils ont fini par y arriver. Euh, mais voilà, de toute façon, il y a énormément, il y a une liste longue comme le bras, hein, d'accroches à apprendre. Et il donne une consigne dans le jeu, c'est de ne pas prendre plus d'accroches que ce que vous pourriez faire en 6 mois de jeu. 6 mois IRL. IRL, ouais. Parce que, par exemple, si vous jouez une fois par semaine, vous n'allez pas prendre le même nombre d'accroches que si vous jouez une fois par mois. Parce que l'idée, c'est que si vous prenez des accroches que vous jouerez jamais, c'est dommage. Et donc, ils mettent cette merveilleuse phrase dans le livre, c'est faites payer les joueurs. Parce qu'ils vont profiter de leurs bonus, hein. Les joueurs, ils vont en profiter, hein, des bonus. Mais il y a les accroches derrière. Il faut les faire payer. Et quand une accroche est terminée, soit vous pouvez vous arranger avec vos joueurs pour en rajouter une, soit vous partez de leur jeu, en fait, parce qu'ils ont joué, hein. Pendant ce temps-là, ils ont ajouté des choses, ils ont fait des choix qui vont permettre de bâtir quelque chose. Il y a des personnages qui foutent la merde politiquement aussi. Oui, mais par Ça exemple, peut arriver vite. oui, parce qu'on parle de magie, mais l'ordre, c'est aussi une organisation politique, et il y a aussi il y a des seigneurs locaux. Si vous allez jouer des compagnons qui vont peut-être être des seigneurs, moi je joue un seigneur dans une campagne. Donc la politique est là, l'exploration, en fait. Le combat, le système n'est pas vraiment prévu pour le combat, il y a des règles, hein, mais il est extrêmement violent, et en fait le système va essayer de vous décourager de le faire. Ce qui est intéressant aussi pour les personnages, après on parlera peut-être plus du système, Ouais. c'est que les personnages sont faits pour progresser, les personnages et l'alliance.
Alors, vous n'avez pas forcément vu ça parce que vous n'avez pas beaucoup joué vous deux, Mm. mais en fait, l'année en fait, est découpée en 4 saisons, et chaque saison, votre personnage va pouvoir faire un truc. Lire un bouquin pour prendre de l'expérience, inventer un sort, inventer un objet magique, partir en expédition, et ça c'est en plus des aventures. Il y a des règles très complètes pour ça, et en fait c'est fait pour progresser dans le temps, mais aussi dans votre vie. Vous allez vieillir, à un moment vous allez devoir faire des jets de vieillesse. Et bah votre chef mercenaire qui était super balèze quand il avait 25 ans, peut-être que quand il en a 45, il est un peu moins fort, il a peut-être vieilli un petit peu, il a 2-3 maladies, il y a des jets à faire, donc c'est un peu aléatoire. Ouais, mais il va avoir plus d'expérience. Donc, Aussi, oui. c'est ça contrebalance de l'autre côté en se disant que comme il va avoir un peu plus d'expérience et un instinct lié à cette expérience qui va lui permettre, par exemple, de débusquer des pièges, des choses comme ça qu'il n'aurait pas eu en étant jeune. D'ailleurs, si je peux me permettre de parler d'un homebrew que j'ai fait pour un conseil dans Ars Magica par rapport à la progression de personnage. Le jeu de base n'autorise pas dans la même saison à mettre de l'XP d'avoir de l'XP de deux sources différentes. Donc, typiquement, si vous faites une aventure en été et que votre activité d'été c'est de lire un bouquin, vous ne pourrez pas avoir l'XP des deux. Hmm. C'est fait pour que les personnages ne progressent pas trop vite. Et ça marche bien quand vous jouez toutes les semaines des séances de 4-5 heures. Quand vous êtes comme moi, quand j'étais encore étudiant, à jouer tous les 2 à 3 semaines des séances de 3 heures, ça fait que vos personnages évoluent pas assez vite en fait. Hmm. Et donc je vous conseille, si c'est le cas, en fait, d'enlever cette règle-là. Ça fait que vos personnages vont vite monter en XP et vont vite devenir assez puissants, mais d'un autre côté, au moins, ils évoluent. Un truc qui est assez intéressant sur justement les XP, c'est que tu peux mettre en XP que sur des actions que tu as faites, Ouais. soit dans ton aventure, soit hors de la narration, mais quand même dans ce que tu décides de faire Mm. en dehors. Mais donc ça, c'est un côté positif et un côté négatif. Déjà, le côté positif, c'est que ça peut te forcer à faire des choix par rapport justement à l'évolution que tu veux de ton personnage. Si ton personnage, finalement, bah, tu veux le spé feu, bah, il faut lancer des sorts de feu. Tu ne pourras jamais le spé feu si tu ne lances pas des sorts. Et un aspect un peu plus négatif, c'est que bah, quand tu es une merde dans un truc, il faut quand même que, imaginons tu as un arbre, on dira tout à l'heure ce que c'est, mais par exemple, si vous êtes à zéro en feu et que vous voulez en avoir un petit peu, bah, il faut quand même en lancer. Pas forcément, Certaines justement, personnes, parce qu'en fait, mais quand t'es nul, tu progresses plus vite. Le système est fait pour qu'en fait, oui, plus t'as un score élevé, plus tu dois dépenser oui, d'XP. oui, mais du coup, tu es obligé de faire des actions Oui, mais pas pour forcément, en fait. Par exemple, pour la magie, tu peux lire un bouquin de feu, et tu vas vite progresser, en fait. Et du coup, tu pourras vite l'utiliser en scénar. Mais pour la magie, mais si tu as des compétences à Là, pour les développer, par compétences, exemple. c'est plus intéressant, mais par exemple, c'est expliqué dans le bouquin, c'est pas parce que t'as pas fait de jet que tu peux pas gagner de points d'XP. Par exemple, imaginons que t'as gagné des points d'XP, X points d'XP dans le scénar, t'as assisté à un procès. Même si t'as pas fait de jet, tu peux mettre des points d'XP dans la compétence juriste. Bon, elle n'existe pas, mais voilà, c'est Ouais. un exemple bête. Mais bon, si tu as envie de, justement, si tu vois la progression de ton personnage et que tu veux forcer un petit peu le truc, parfois tu vas avoir tendance à forcer un petit peu Ouais, sur quelque chose, alors que c'est pas forcément non plus adapté au scénar, tu vois. ouais, ça c'est un peu méta. Après, moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir un mage où je me disais, merde, il faut que je monte ma magie des plantes. Ah bah tiens, on se fait attaquer par des soldats, bah, j'invoque des lianes à leurs pieds, ah bah ça va pas marcher, mais pourquoi t'as fait ça alors que t'aurais pu faire autre chose? Bah, Pour l'XP. après, voilà, après c'est méta, à voir avec votre table si vous êtes d'accord ou pas. Après, c'est des questions Mais, de- mais oui. c'est une particularité du jeu que certains autres jeux n'ont pas, donc je trouvais ça intéressant d'en parler. En fait, le jeu t'encourage aussi à faire ce pourquoi t'es bon et en fait à chercher d'autres solutions. Par exemple, c'est pas parce que vous êtes nul en combat que vous allez pas pouvoir vous battre. Vous êtes des mages. Vous pouvez faire plein de trucs en combat. Moi, j'ai une mage, on lui a dit on va se faire assiéger par des gens. Et ce que j'ai fait, j'ai fait un sort pour endormir des gens de masse. Moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai fait imposition des mains. Donc ça, c'est la progression. Donc en progression, à la fois pour votre personnage, pour l'alliance, mais aussi pour votre laboratoire, que vous pouvez personnaliser. En termes d'ambiance, le jeu permet de faire à peu près tout. En fait, parce que bah, vous pouvez faire un truc un peu horreur avec des démons, ce genre de choses. Vous pouvez être un peu plus léger, faire de l'enquête, de l'exploration, du social. Et en fait, je conseille pas de faire des scénarios combat. Le combat, c'est rigolo, hein. Je suis toujours rigolo de couper des bras, hein. Mais en fait, vous allez perdre tellement sur le système, et surtout s'il y a des mages. En général, les combats vont aller vite. Et le truc, c'est que le système,
n'encourage vraiment pas parce qu'il n'y a pas de règles très précises sur, ben, tiens, Le déplacement, ouais. le déplacement, la portée, il n'y a pas de système de cases, il ne va pas y avoir d'attaque d'opportunité ou de choses comme ça va être... Ouais, c'est pas un jeu à plateau, quoi. Ouais. C'est vraiment un jeu de description, ce que certains jeux appellent le théâtre de l'esprit, je crois. Il y a quand même un système de tour en combat. Oui. Il n'y a pas de système de points de vie, c'est des blessures. Il n'y a pas rien non plus, mais ouais. En fait, vous allez Les prendre blessures et les fatigues, oui. ouais, des blessures ou des fatigues qui vont vous mettre des malus jusqu'à ce qu'en fait vous preniez tellement de malus que vous mourriez, ou vous soyez incapacité, ou vous vous rendiez parce que vous n'êtes pas débile. Sur beaucoup d'aspects, le jeu me fait penser à Shadowrun. Parce que le système de vie de vertu existe aussi dans Shadowrun. Pareil, les points de vie, on n'a pas séparé des blessures dans Shadowrun. Et donc, comme ça, il n'y a pas eu une inspiration. Ah, peut-être, c'est un vieux jeu de rôle, donc peut-être qu'il en inspirait pas mal. Je me suis pas plongé sur la question plus que ça. Après, je sais même pas si c'est eux qui ont inventé ça. 87, il n'y avait pas des masses de jeux de rôle. Bon, il y en avait quand même quelques-uns. Il y a des jeux plus vieux, Warhammer, Donjons et Dragons, Star Wars, tout ça. Mais c'est quand même un vieux jeu. Juste pour vous parler rapidement du système, comment ça marche pour les jets de dés. Vous allez en fait calculer un bonus, que ce soit avec votre magie ou vos compétences, etc., auquel vous allez ajouter un D10. Vous avez besoin que de D10. Il y a deux types de jets. Vous pouvez soit faire un jet simple, dans ce cas-là vous jetez un D10 et vous l'ajoutez, donc ça va un jet qui va de 1 à 10 et vous l'ajoutez à votre score, et vous réussissez si vous faites mieux que la difficulté. Soit vous pouvez faire un jet de tension. Là c'est quand il y a un risque de ratage fort. Donc le jet de tension c'est quand il y a un risque de se foirer, en fait, de manière monumentale. Donc c'est là qu'on va interdire cette merveilleuse chose que sont les dés exponentiels. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que ce qu'il n'y paraît. Donc l'idée c'est que le dé ne va pas de 1 à 10, mais de 0 à 9. En fait, c'est la phase 10 qui va compter comme 0. Comme 0 en fait, oui c'est ça. Mais on le sait tous, les développeurs, ils comptent à partir de 0. Et en fait, si vous faites un de 2 à 9, bah, vous regardez juste le résultat du dé et vous l'ajoutez comme je disais avant. Si vous faites un 1, ça c'est en fait une réussite critique, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de nom à ça. Mais en fait, vous allez relancer un dé et multiplier le résultat par 2 et l'ajouter à votre résultat après. Donc, par exemple, si vous faites 1, vous relancez, vous faites 8, ça fait 16, vous l'ajoutez à votre résultat de 5, ça fait 21. Arrêtez-moi si je sais pas faire des maths, mais normalement c'est ça. Et l'idée en fait c'est que si vous refaites 1, en fait vous remultipliez par 2, donc par 4, donc ça fait 1 fois 1, ça fait 2 fois 2, donc ça fait 4 fois, je sais pas, 6, donc ça fait 24, plus 5, ça fait 29. On devrait inventer un jeu, on fait des multiplications par 1. Ouais, Ça, c'est c'est génial. super pratique. Ou on ajoute 0, hein, on peut aussi. Hein. Et c'est comme ça qu'avec un D10, vous pouvez réussir. Alors c'est rare, hein, mais dernière séance on a eu un 71. Oui, on a eu un x8 en fait. Ouais, ouais. 8 x 8, 64, 17, ouais. plus 7, 71. Voilà, et je rappelle que, enfin je le dis, en fait ce jeu c'est une difficulté extrêmement compliquée, c'est 15. Mais c'est extrêmement rare. Et donc, si le 1 c'est la potentielle. Le 0 c'est le potentiel désastre, c'est le nombre des échecs critiques dans le jeu. En fait, si vous faites 0, vous allez prendre un certain nombre de dés en plus de D10, que vous allez relancer, c'est le MJ qui va vous dire, il y a des règles pour ça, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais vous allez compter le nombre d'autres zéros que vous allez faire. Si vous en faites pas, votre jet compte juste comme 0, et dans ce cas-là, c'est juste vous ajoutez 0 à votre résultat, donc vous avez juste fait un mauvais jet. S'il y en a un, c'est un désastre, donc un échec critique qui va vous mettre pas mal dans la sauce. Si vous en faites 2, là on commence à avoir des gros échecs qui vont potentiellement vous mettre en danger. Typiquement, c'est ce qui va vous emmener en crépuscule quand vous faites de la magie. Et si vous en faites 3 ou plus, là, c'est risque de mort imminente pour vous, voire pour les gens autour de vous. Parce que quand vous faites des échecs critiques en faisant des sorts, par exemple, souvent ça va être l'inverse de ce que vous voulez faire qui va se passer. Donc, typiquement, si vous voulez, je sais pas moi, faire un sort pour une boule de feu, bah, au lieu de faire exploser le truc loin de vous, vous allez faire exploser vous. C'est pas cool. Ou alors, si vous voulez endormir quelqu'un, vous allez l'enrager, ce genre de choses. Ou vous endormir vous. Ça, c'est à l'appréciation du MJ, évidemment. C'est pas mal parce qu'on peut roleplayer ça, on peut Ouais. adapter ça par rapport au sort qu'on veut lancer, et c'est vraiment très, très adaptable. Une fois, par exemple, j'avais voulu détruire des fantômes avec un sort. J'ai fait un échec critique monumental. J'ai fait fusionner les fantômes dans un super fantôme. Mais il y en avait moins après. Oui. Donc quelque part, ton sort a Voilà, réussi. quelque part. J'aime bien ta façon de penser. C'est pas un échec, c'est une réussite avec des étapes supplémentaires. Non, on dit pas échec, on dit juste que c'est une réussite retardée. Du coup, vous avez des choses à dire sur le système, des choses qui vous intéressent. Là, j'ai pas forcément de notes à prendre. Euh,
Ben déjà, on peut parler éventuellement des stats parce que les stats peuvent être négatives. Ouais. Donc, sur les attributs, donc Il y en a 8. il y a 8 attributs. Donc les stats peuvent aller de -5 à +5. Et donc vraiment, quand on va aux extrêmes, Ouais, c'est c'est plus qu'on- -3, +3 avec quelques exceptions. voilà, avec des exceptions. Et donc du coup, quand on va à -5, +5, c'est vraiment qu'on prend des vices ou des vertus qui nous permettent d'aller jusque-là. 0, c'est la moyenne. Voilà. Et donc, du coup, quand on lance un dé, il y a il y a des compétences qui se rajoutent en plus de ça, qui peuvent évoluer en fonction du personnage. Mais du coup, quand on rajoute le dé qu'on lance, un dé 10, imaginons on fait 10, ben, ça rajoute quand même une grosse partie. C'est pour ça que 15, c'est un jet qui est très très difficile. Et je trouve que c'est un enfin, c'est un jeu sur lequel il y a quand même une grosse part à l'aléatoire, parce que les stats vont améliorer le jet qu'on va faire, mais Ouais, mais en le fait, jet est très important. la plupart des jets, je parle en tant que MJ, en fait, la plupart des jets que tu vas demander à tes joueurs, à part en combat où ça peut être de l'opposition, ce genre de choses, ça va être une difficulté entre 6 et max 12. Ouais. Et en fait, donc un personnage qui va avoir une grosse stat et une grosse compétence qui va avoir +7, +8. Oui, il n'a pas forcément besoin de faire un gros jet. Voilà. Mais tu vois, comparé à ce que je disais tout à l'heure, dire, moi voilà, si tu veux de l'XP dans une compétence, il faut essayer de la lancer, ben, tu vois, ça peut être un peu moins punitif justement avec ce système-là, où de dire, si je fais un gros jet, même si j'ai pas de compétences, avec rien que 2 en attribut, etc., ça peut passer. Ouais, mais après, par exemple, si le côté avoir besoin de faire un gros jet, par exemple, si tu fais des trucs qui sont pas durs, ça va aller typiquement, si tu veux nager, juste ne pas te noyer, c'est difficulté 0. Ouais. Donc en fait, il suffit de pas faire un jet négatif, quoi. Il y a d'autres petites choses, typiquement, comme dans Shadowrun, alors pas exactement, ça fonctionne pas exactement de la même façon dans Shadowrun, mais là, sur chaque attribut et chaque compétence, on peut avoir une spécialité. Ce qui nous rajoute des bonus quand on est pile dans la spécialité. Donc pour les compétences, c'est assez fixe, on a une liste en général dans laquelle on peut choisir. Sur les attributs, c'est un petit peu plus libre. Alors les attributs, ça te rajoute pas de bonus en fait, c'est juste une description. Ouais, ok, d'accord, c'est juste du C'est lore. juste du lore. Et, donc ça, je trouve ça pas mal aussi de dire, bon, ben, tiens, on a une compétence, et même dans cette compétence, on a un truc assez spécifique, on est un poil plus fort, c'est assez sympa. Et le dernier petit truc, c'est, enfin, que moi j'ai particulièrement retenu de ma courte vie de joueur Ars Magica, c'est les points de confiance. Ouais. Et donc les points de confiance, qu'est-ce que c'est? C'est des points que vous avez et que vous pouvez dépenser pour augmenter un G de 3. Et en fait, en fonction de comment vous avez créé votre perso, vous en avez plus ou moins, et vous pouvez en dépenser aussi plus ou moins sur un seul G. Donc la base, c'est on peut en dépenser un seul sur un G, donc ça peut augmenter un G de +3. Mais il peut y avoir des personnages qui peuvent en dépenser deux d'un coup, ce qui augmente leur G de +6. Sachant que les difficultés vont de 3 en 3 en fait, donc +3 ça vous fait passer au palier d'au-dessus. Et on peut dépenser ça après avoir lancé son jet. Ce qui est aussi sympa. Quand vous voyez que vous avez un peu quiché, pour sauver les meubles, ça peut être intéressant. Ou bien en combat, quand vous savez que votre adversaire il a une résistance magique très forte et que vous voulez la passer, et ben vous voulez pouvoir forcer un petit coup et dire ah ben tiens, je rajoute là parce que je sais que j'en ai besoin. Oui, c'est une partie de Joker, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils vont pas se réinitialiser. Et tu vas pas en récupérer au début des scénars. C'est-à-dire que tu peux les stocker dans la campagne. Et en fait, ils peuvent sauver aussi des personnages. Par exemple, dans une campagne où je suis joueur, mes personnages, j'aime bien qu'ils fassent plein de trucs, mais du coup, ils sortent souvent de leur zone de confort. Et du coup, j'ai rarement beaucoup de points de confiance parce que je les utilise énormément. Parce que je peux faire un peu de natation, mais je suis pas hyper fort, donc il faut que je rattrape un peu le coup quand je rate mon jet. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait des personnages très spécialisés, mais qui sortent pas de leur zone de confort, et qui du coup, en fait, les utilisent jamais, parce qu'ils font toujours d'excellents jets, parce que bah, quand la difficulté c'est 9 et que t'as +9, t'as pas beaucoup de chances de rater. Du coup, bah, ils stockent, et ils arrivent à en stocker des dizaines sur la campagne au final, et ils les utilisent jamais, parce qu'ils en ont pas forcément besoin. Et en fait, moi, je trouve cette mécanique-là me sauve mes personnages. Parce que j'aime pas avoir des personnages qui font qu'un truc, j'aime bien, quitte à être pas super bon quelque part, faire plein de trucs. Moi, des fois, j'aime bien YOLO, justement. Oui, Je aussi, pas la ouais. compétence, mais allez hop, je vais. Un malentendu. Voilà, et c'est aussi ce qui est un petit peu fun avec les dés exponentiels, c'est de dire
ok, j'ai pas la compétence, j'y vais, et puis au final, tu fais un 8 x 8 64, allez hop, et Ouais. donc du coup, pour gravir une montagne, et ben, tu vas beaucoup plus vite que celui qui Et du coup, va décider quoi. sauf que c'est ça qui est rigolo aussi avec le système de multiplication, c'est que tu peux faire 2 fois 2 fois 2, donc tu as fait 8, et après tu fais 2, et du coup, en fait, tu as 16 au final, alors que tu aurais pu avoir 80. Mais ça, c'est déjà très bon. Mais ça, c'est déjà très bon. Mais Mm. c'est assez rigolo là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas des jets partout. Il y a des trucs où tu fais pas de jets. Typiquement, quand vous allez faire des sorts ou des objets dans le laboratoire, vous allez faire juste un total de vos compétences et de vos points dans votre magie. Et vous devez dépasser la difficulté. Mm. Vous pouvez expérimenter et rajouter un dé, à vos risques et périls. C'est rigolo, il y a eu des morts. Ça peut être positif comme négatif. Enfin, ça sera positif parce que ça vous donnera un bonus, mais ça peut être aussi donner des petits effets secondaires, des points d'XP, ça peut aussi vous créer des explosions, des événements d'histoire. Moi, une fois, j'ai une joueuse qui a fait une expérimentation, elle a invoqué une nuée de fantômes dans l'alliance. C'est pas mauvais, hein, ils étaient là, ils étaient chill, hein. Mais Moi, voilà. je connais un joueur qui avait aussi le fantôme de sa maman qui le suivait un petit peu partout et qui se faisait vanner pour ça. Euh, Donc ça c'est le système de jeu, ouais. Il est très... En fait, il peut être intimidant quand on voit la fiche perso qui fait 4 pages. Ouais, mais en fait, le système tel que là on vient de le décrire, en fait, il est assez simple. Et ce qui va se rajouter, ça va être la magie. La magie qui va être un poil plus compliquée, et encore, quand on l'a comprise, franchement, ça découle tout seul. Si tu veux justement en parler, je pense que tu vas mieux la Ouais, décrire que c'est moi. une bonne transition. En fait, la magie, elle est divisée en 4 dimensions. Ce qu'on appelle magie, en fait, c'est ce qu'on appelle la mystique dans le jeu. 4 dimensions. La plus importante des dimensions, c'est ce qu'on appelle le divin, ou le dominion, quand on veut parler latin. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est omnipotent, et en général, les mages, du coup, se sentent pas à l'aise dans cette dimension-là, parce qu'il y a des auras, en fait, autour des lieux, donc, notamment là, c'est autour des églises. En fait, ça va vous inhiber, donc les mages aiment pas. Dieu est pas contre la magie, le clergé un peu, mais c'est plus par méfiance, À cause du don, justement. notamment, oui, et aussi les histoires de sorcières. Euh, mais Dieu est pas spécialement contre la magie, et les mages sont très pieux. Une autre dimension qui, du coup, est un peu le contrebalance le divin, c'est l'infernal. Tout ce qui va être démon, c'est ce qu'on appelle le culte aussi. Donc les démons, les monstres, un peu les vampires, tout ça, les enfers, qui vont traîner là où il y a eu des meurtres de masse, des lieux de bataille. Hein, Mhm. en fait, c'est ça qui est intéressant dans le système, c'est que même si Dieu a raison, le clergé a souvent tort. Euh, donc, par exemple, les croisades, c'est dans le lore, par exemple, ça a créé des démons et des lieux infernaux, parce que c'est des humains qui tapent sur des humains. Et ça, c'est pas la volonté divine. Ça, c'est les démons. Les démons sont intéressants parce que c'est des super antagonistes, parce qu'ils sont impossibles à contraindre à dire la vérité, même par magie. C'est impossible, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc en fait, si vous jamais il y a un démon, vous lancez un sort pour savoir s'il ment, en fait c'est le démon qui va décider qu'est-ce que répond votre sort. Donc il peut vous dire la vérité et votre sort va dire qu'il ment, ou vice-versa. Euh, et ils sont également capables de se dédoubler, d'être à plusieurs endroits à la fois, de se rendre totalement invisibles. Ils sont pas forcément très puissants, mais ils sont souvent très chiants. Ouais, c'est vraiment les petits bâtards par excellence. C'est ça. Typiquement, en fait, ils cherchent à corrompre, en fait. Ils cherchent pas forcément à faire du mal, ils cherchent à corrompre. Mhm. Et pour donner un exemple de démon, parce que le divan, presque c'est, il y a Michel, je crois que c'est Michel qui s'appelle, c'est un des démons exposés dans le livre de base. Son but, c'est de corrompre... Ça montre vraiment méchant, Michel, quand ouais, même. ouais. C'est de corrompre des marchands, en fait, en leur proposant des super deals pour racheter leurs trucs. Mais en échange, tu fais un petit truc. Et au départ, c'est des petits péchés. Par exemple, tu manges de la viande le vendredi. Et ça va être de pire en pire. Ouh là là. Le Jusqu'à pied ce qu'en dans la fait. Et en porte. fait, quand tu vas finir par refuser, il va se dire ouais, mais depuis le début, tu traites avec un démon. Donc si tu m'écoutes pas, je vais le dire à tout le monde. Et tu vas avoir peur. Tu vas écouter. Tu vas finir par potentiellement tuer quelqu'un, voler. Vole ton prochain. Tu as mangé de la viande un vendredi. C'est ça. Tu vas aller en enfer pour ça. Euh, Désolé. Ouais, c'est ça. Et donc, pour info, l'ordre d'Hermès, donc les mages interdits de traiter avec les démons, c'est passible de la peine de mort. Enfin, d'exclusion de l'ordre, et par conséquent, un mage qui n'est pas dans l'ordre, bah, il est condamné à mort, en fait. La troisième dimension, avant de passer à celle des mages, c'est la féerie. La féerie, c'est... il est content parce qu'il a son mage Mérinita. La féerie, en fait, c'est la dimension des contes et des légendes.
c'est l'imaginaire humain en fait. Donc il y a une dimension qui s'appelle l'Arcadie en fait, qui est une dimension parallèle au monde. Et les fées, ça va être typiquement Peter Pan, ça peut être le petit chaperon rouge, ça peut être les dieux grecs, les dieux romains, ça peut être des vieilles légendes irlandaises, mais ça peut aussi être des personnages en fait réels qui sont devenus des fées, parce que en fait, à force qu'il y ait des histoires racontées sur eux, il y a eu des fées. Typiquement, il y a eu des mages qui ont eu des tellement légendaires, qui ont eu des fées qui sont apparues d'eux. Ou le roi Arthur, typiquement, ça pourrait devenir une fée. Le roi Arthur, par exemple. Jeanne d'Arc, hein. Jeanne d'Arc, ouais, et après, peut-être qu'elle a été canonisée, devenue une sainte, ça dépend. Dans ce cas, c'est différent. Mais ce qui est intéressant avec les fées, c'est qu'elles sont vraiment là, elles sont là pour être un outil narratif, en fait. Typiquement, une fée, ça peut être juste le donneur de quêtes. Qu'est-ce qu'elle fait, la fée? Elle va dans les tavernes, elle donne des quêtes. C'est tout ce qu'elle fait. Elles n'ont pas d'âme. En fait, certains imaginent les fées comme de la magie avec une image par-dessus. Le MJ est une fée. C'est ça, en fait. Et donc, pour savoir si c'est une fée, tu regardes s'il y a un point d'exclamation au-dessus de la tête. Ouais, ça peut être ça, mais du coup, tu peux être un enfant de fée. Tu peux être un fils de satyre, d'elfe. Et tu peux être un hybride Bah, tu peux pas être fée. une fée, parce qu'une fée n'a pas d'âme. Une fée Mhm. ne peut pas faire de magie. Elle ne peut utiliser que ses pouvoirs de fée. Mhm. Donc elle a ses pouvoirs de fée que si la légende raconte qu'elle a ses pouvoirs de fée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, Oui, c'est la légende qui l'a fait vivre. c'est ça. Et enfin, il y a la magie. La magie, c'est la dernière dimension, c'est celle qui est utilisée par les mages. Bon, sauf les Marietta qui peuvent utiliser la féerie. Donc les mages utilisent la dimension magique qui est la dimension qui s'incarne dans la perfection. Un lieu magique sera un lieu très beau. Par exemple, bon, c'est pas en Europe, mais les chutes du Niagara, le Mont Blanc, un lac merveilleux. Celui du Connemara. Oui, enfin, ouais, ça peut être aussi un lieu magique, ça peut être un lieu où il y a je sais pas, un artisan qui fabrique des armes parfaites et du coup autour de lui il y a une aura magique qui s'est créée. Il y a une dimension magique, mais on en sait très peu parce que bah, pas grand monde y va, ou pas grand monde en revient plutôt. Et donc de cette magie naît le don, cette capacité à faire de la magie qui caractérise tous les mages de l'ordre d'Hermès. Si vous avez des questions ou des remarques à faire sur les... Non, j'ai une blague pas drôle. Eh Concernant... ben, ne la fais pas, c'est pas grave. Non, j'ai pas de question. Non, moi j'allais dire Disneyland Paris. Et ben, on va pouvoir un peu s'attarder parce que, du coup, comment ça marche la magie? Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je vais vous présenter, c'est la magie telle que le font les mages de l'ordre d'Hermès. C'est une théorie. Elle a des défauts, donc vous pouvez pas tout faire avec. Elle a aussi des limites existentielles. Par exemple, la limite de Dieu, il a raison, tu peux rien faire contre Dieu, c'est une limite existentielle. Il y a des limites, par exemple, qui, on pense, découlent plus de la théorie. Et du coup, ça peut être une accroche de campagne de vouloir repousser les limites de la magie. Typiquement, la limite du temps qui fait que la magie n'est pas éternelle, c'est à la fois existentiel, mais on se dit qu'on pourrait améliorer la théorie pour y pallier. La magie n'est pas éternelle. On ne peut pas faire de magie éternelle, sauf si on dépense des ressources pour le faire. Donc les mages de Hermès, comment ils font? Ils ont découpé la magie en ce qu'on appelle des arts. Les arts, c'est des domaines, en fait, de magie. Il y en a deux types. Il y a les techniques et les formes. En gros, il faut faire des phrases. Les techniques, ça va être des verbes, il y en a 5. Et les formes, il y en a 10, ça va être des actions. Donc, par exemple, les techniques, ça va être créo, je crée, perdo, je détruis, rego, je contrôle, intellego, je perçois, et luto, je transforme. Merci. Et les formes, il y en a 10, je vais pas les lister, mais par exemple, il y a ignem, le feu, donc si tu fais créo ignem, je crée du feu. Boule de feu, paf, t'es mort. Il y a aoram, c'est la météo et le vent. Aquam, c'est l'eau et les liquides. Terram, c'est la terre et les solides. Animal, Animal, c'est les animaux. mentem, Mentem, c'est l'âme humaine, ouais. imaginem, Imaginem, ouais, c'est les sens. corpus. Corpus, c'est le corps humain. Ma petite préférée, c'est Will. Alors, Vim. Wim, c'est la magie de la magie. Donc, c'est la magie pure, on peut faire de la métamagie avec. Et ce qui est intéressant, c'est que même si, par exemple, on peut dire, par exemple, perdo corpus, paf, je te donne une maladie. Paf, maintenant tu tousses. Merci pour les effets spéciaux. Et ben, imaginons, on pourrait dire aussi, je veux te transformer en chat. Ah bah oui, mais du coup, c'est corpus ou animal? Et bah c'est les deux, ce qu'on appelle un complément. Ce serait muto corpus complément animal. Et donc dans ce cas-là, en fait, on prend le moins bon score des deux pour le calcul. Donc ça, c'est les arts. Et en fait, vous allez avoir un certain nombre de scores en fait, dans ces arts. Si vous avez 0, vous pouvez quand même utiliser l'art, c'est juste que vous êtes nul. Ou que vous êtes jeune et que vous n'avez pas vraiment commencé à en faire. Moi j'ai juste une petite question. Ouais. Étant donné que j'ai une affinité avec un animal, est-ce que ça me protège un peu contre le changement, la mutation ou pas? Bah, en fait, ton score dans un art va te protéger contre les effets magiques qui en découlent. Enfin, les Mhm. effets mystiques, par exemple. En fait, il va augmenter ta perma magica. Vous avez parlé de la perma magica, c'est la protection magique.
Donc, par exemple, si vous Qui... prenez une boule de feu, vous êtes protégé par votre Parama Magica, mais votre score en item va rajouter à la protection parce que si vous êtes très bon en item, vous y résistez mieux. Hmm. Et en tant que mage, ça va aussi vous permettre de résister aussi aux trucs vulgaires. Par exemple, si vous prenez un coup d'épée, vous avez votre encaissement à vous, et vous avez aussi votre bonus en terrain. Donc un mage qui fait beaucoup de métal, il va mieux résister aux coups d'épée que toi. Ce qui est assez rigolo. Donc ça, c'est les arts, et ensuite les mages vont découper leur magie en trois types de magie. La première, c'est les sorts que vous connaissez, c'est la magie formelle, celle que vous avez, celle qui est la plus pratique d'utilisation. Donc en fait, les magies formelles, c'est les sorts que vous avez appris, que vous avez inventés. Vous pouvez les utiliser quand vous voulez, il n'y a pas de mana. Tant que vous êtes vivant et pas fatigué, et que vous réussissez vos jets. Donc ça, ces sorts-là, soit vous pouvez les trouver dans le bouquin de Ouais. base, donc il y a toute une liste de sorts, avec à chaque fois justement euh, au moins une technique et une forme. Parfois, il peut y avoir plusieurs formes, comme expliqué avec les compléments, ou vous pouvez aussi les inventer vous-même. Donc il y a des règles de création de sorts, soit vous pouvez prendre un sort existant et le modifier, étendre la durée par exemple, étendre la portée, et vous allez avoir un score justement du sort qui va être son niveau de difficulté entre guillemets, qui va être son niveau de difficulté à la fois pour le créer et pour le lancer. Oui, c'est ça en fait. Et en fait, les règles pour les créer sont extrêmement précises. C'est ça qui est intéressant, vous n'allez pas homebrew. Alors, des fois, il y aura des choix du MJ à faire, parce que malgré tout, on peut faire tellement de choses qu'il y a quelques cas où on n'y est pas. Mais la plupart du temps, vous allez juste suivre les règles du bout. C'est bien expliqué, ça peut faire peur à des débutants, mais s'il y a un MJ qui connaît le jeu, il va pouvoir bien leur expliquer. Et du coup, vous pouvez créer plein de sorts. Typiquement, dans le livre, il n'y a pas de sort pour faire que ton épée se batte tout seul, j'en ai fait un. Hmm. Euh, Ça va être quoi? Ça va être du Terram. Rego, complément Intellego Terram. Parce que du coup, il faut Ah qu'elle oui, comprenne l'épée, comment est l'autre en face. ok. Donc ça, c'est la magie formelle. Mais vous allez me dire, bah oui, mais on connaît qu'un certain nombre de sorts, en fait, c'est comme dans les autres jeux. Sauf qu'en fait, non. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce qu'il y a un autre truc qu'on appelle la magie spontanée. En fait, vous pouvez prendre n'importe quel sort du bouquin et le lancer en spontané. C'est juste que, en fait, Sort du bouquin ou sort que vous Oui, créez, voilà, justement, ou voilà. n'importe quel sort que vous auriez pu créer, Sauf que Oui, mais il vous ne pouvez sera le lancer. pas aussi efficace c'est ça. En fait, qu'un sort que votre total de tu aurais lancement en fait, appris. au jet de dés va être divisé par 5, donc c'est énorme, hein, quand on parlait de difficultés qui montent 3 en 3, donc divisé par 5 c'est beaucoup, ou par 2 si vous décidez de vous fatiguer. Et si vous décidez de vous fatiguer, vous allez prendre des malus, donc en fait c'est une ressource que vous dépensez, et du coup ça fait que vous pouvez toujours faire un petit peu de magie, même si vous connaissez pas le sort. Mm. Et donc typiquement, si vous êtes très bon dans un domaine, pourquoi apprendre un sort? Vous pouvez utiliser, lancer en spontané. Moi j'avais un personnage qui était très fort en corpus et en Ventem, elle lançait des sorts pour parler aux morts en spontané. C'est quand même assez haut niveau. Oui. C'est assez haut niveau pour parler au moins? En spontané, c'est difficile, oui. Ok, d'accord. Elle le faisait elle le faisait dans son laboratoire, dans sa jolie aura magique, Ah oui, d'accord. mais elle y arrivait quand même. Alors qu'elle aurait pu inventer le sort. Que ça peut être justement intéressant de prendre des sorts haut niveau, là où justement on a beaucoup de points, de ne pas prendre les sorts bas niveau, parce qu'on sait qu'on va pouvoir les lancer automatiquement, et peut-être se concentrer sur des sorts bas niveau, là où on a moins de points, pour justement pouvoir en lancer quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais des sorts à bas niveau, tu peux les inventer par paquet. Ok. Donc ça, c'est la magie spontanée. Et c'est vraiment aussi un gros truc que j'aime dans le jeu. En plus de la création de personnages, du narratif et de l'inventaire accessoires, c'est la magie spontanée parce que tu peux tout faire. En fait, ah mince, il y a l'objet là-bas, mais j'ai pas le sort pour faire bouger des objets de loin, mais c'est pas grave. T'es un mage, fais la télékinésie, tu peux le faire. Mais en combat, par exemple, pour le dernier scénario, alors que j'étais pas un mage, mon mage était spécialisé en WIM, justement, donc en magie pure. Et pourtant, bon, j'avais une idée, c'était de rendre de la terre friable pour déstabiliser les ennemis. Et donc, du coup, ça, j'ai pu le lancer en magie spontanée. C'était pas très difficile, même avec un mage qui n'était pas fait Super pour ça. fort, hein. Bon, je me Exactement. suis fatigué. Et ça permet d'avoir. En fait, quand je disais que le jeu est très pratique pour les joueurs peu expérimentés, c'est que déjà, ils vont avoir une facilité à créer leur personnage et à l'appréhender dans son RP assez facile grâce au système de vice et de vertu. Ouais. Mais en plus, ça va leur apprendre à être inventif avec leur personnage. Parce que s'ils se concentrent sur juste les sorts qu'ils ont appris, ils vont vite rencontrer beaucoup d'obstacles. Ouais. Il y a toujours quelque chose à faire. Et même en se fatiguant, la fatigue, c'est pas punitif. Certes, c'est une ressource et on aura des malus pour le reste de la journée, mais on se repose et ça passe. En fait, c'est pas quelque chose qui est permanent. C'est pas comme si on se blessait, et on s'enlève un bras. Ouais. C'est pas comme dans The Witcher, par exemple, où on peut se prendre vraiment des dégâts physiques qui utilisent la magie. Là, c'est plus doux.
Et du coup, la dernière forme de magie, c'est la magie rituelle. En fait, là, ça va être la façon de faire des sorts qui vont être permanents ou très longs. Mm. En fait, ça coûte ce qu'on appelle du whis. Alors, whis, win, tout ça. Le whis, c'est les pions de magie, en fait. C'est de la magie pure, concentrée. Et c'est des ressources très précieuses. Et vous pouvez l'utiliser pour lancer des sorts et les rendre plus ou moins éternels. Donc, typiquement, vous pouvez faire un rituel pour augmenter votre force. C'est le seul moyen d'augmenter sa force dans le jeu, on peut pas le faire. Par exemple, la liste du foyer. Ouais. Donc, la liste du foyer, c'est un sort qui permet de protéger dans l'Alliance les mages. Et donc, ça, c'est un sort rituel, typiquement, qui dure une année et qu'on Ouais. doit refaire tous les ans. En fait, c'est un rituel qui permet de protéger des troupes mystiques extérieures, donc les autres mages, les dragons. C'est vrai que c'est le rituel le plus connu parce qu'il est utilisé partout. Et le whis, en fait, sert aussi à créer des objets magiques. On peut enchanter des objets. Et donc, en fait, si on n'utilise pas de whis, l'objet, il va avoir soit une durée de vie limitée, soit un nombre d'utilisations limité. On peut faire des objets à charge, hein, donc de dire ma baguette de boule de feu, 3 utilisations et c'est fini. Mais vous pouvez aussi faire une baguette de boule de feu éternelle, et dans ce cas-là, elle pourra lancer des boules de feu ad vitam aeternam. Il faut trop faire ça. Ouais, c'est compliqué quand même. Mais ensuite, les objets magiques, on n'a pas le droit de les passer ni aux compagnons ni aux Alors, servants. tu peux équiper. Alors, en fait, la loi de l'ordre d'Hermès est assez floue. T'as pas le droit d'intervenir, en théorie. Mais en fait, tout le monde se torche avec cette loi. Et en gros, tu peux équiper tes compagnons si tu les récupères après. Mm. Par contre, là où ils vont être pas contents, c'est si tu donnes des objets à des seigneurs en paiement ou à des marchands. Ouais. Là, ça commence à être compliqué. Donc tu peux faire ta petite armée avec des soldats, avec des baguettes de boules de feu, tant que tu les récupères à la fin. C'est ça. Oui, Les crimes de guerre, oui, mais chez nous. oui, mais c'est pas grave si tu fais exprès de malencontreusement Ah bah, les avoir posés. après, c'est à toi de te défendre en procès. Donc, juste pour faire une petite liste des trucs qu'on peut faire dans son laboratoire, on peut écrire des bouquins, parce qu'en fait, c'est de la science. Donc, en fait, on peut créer des recueils de connaissances sur les arts de la magie. On peut inventer des sorts, je l'ai dit. On peut enchanter des objets très puissants, ou au contraire des petits objets sympas. Mhm. On peut se lier à des familiers. Donc, en fait, si vous trouvez des créatures magiques, hein, vous pouvez vous lier à ces créatures magiquement. Vous pouvez aussi faire des talismans un peu bizarres. Il y a vraiment en fait, énormément de recherche magique à faire. Alors, c'est très intéressant. Mais ça, le laboratoire, il est propre à ton mage, il n'est pas propre à ton alliance. Non, Tu le partages pas. je ne le partage pas. Oui. C'est On est propre bien à toi. d'accord. C'est ton truc à toi. Et ton compagnon, ton servant peuvent aller dans ton laboratoire ou c'est vraiment que toi? Alors, en général, non. Parce qu'en fait c'est le mage qui décide qui il invite, en fait. Mhm. Mais d'un point de vue de la loi de l'ordre d'Hermès, il a le droit de vie et de mort sur quiconque passe la porte. D'accord. Et on est d'accord que le laboratoire est dans un lieu fixe, il peut pas se dire à n'importe quel moment, je me téléporte dedans. En fait, alors si, justement, en fait, c'est toi qui va pimper ton labo. Tu peux déjà l'alliance, tu peux faire une alliance qui bouge dans les règles. C'est possible d'avoir une alliance qui vole sur un bateau, sur un bateau qui vole, ou une alliance qui a des pattes. Tu peux faire avoir un labo caravane, c'est totalement faisable. Tu peux avoir un labo avec un portail dans lequel tu peux te téléporter d'où tu veux. T'as des sorts de téléportation dans le jeu. Mhm. Un sort très connu, c'est le retour au foyer, en fait. Et tu prends un objet de ton laboratoire, tu lances le sort et t'es rentré chez toi. Un anneau à la Sonic. Par exemple. Ça, c'est. Je peux dire que j'ai des amis, ce qu'ils aiment dans ce jeu, c'est la recherche magique. C'est pas moi ce qui m'attire dans le jeu, j'adore, mais c'est un fabuleux que beaucoup de gens aiment. Pouvoir être un vrai scientifique et s'éclater là-dessus. Donc pour conclure sur ce gros morceau qu'est Ars Magica, c'est donc cette pierre d'édifice du jeu de rôle. Faut y jouer si vous avez envie de vous investir dans le jeu. La création de personnages prend du temps malgré tout. Pour créer le compagnon et l'image, c'est au moins une bonne soirée, je dirais. Et une autre de plus si vous créez votre alliance. Mais c'est fun. Mais c'est fun. Et en fait, l'intérêt du jeu, c'est aussi de voir l'évolution du personnage dans l'univers, en fait. Et donc, ça demande pas mal d'investissement des joueurs. Donc, c'est pas un jeu dans lequel vous allez dire on va faire 2 one-shots et c'est marre. Là, il faudra privilégier d'autres jeux. Donc là, déjà, c'est un petit point, pas négatif, mais un point important à avoir en tête. Si vous n'êtes pas prêt à vous investir dans le jeu, c'est pas une bonne idée. Par contre, si vous voulez un jeu où vous pouvez évoluer énormément dans le lore, avoir des personnages qui sont très orientés narratif, hein, c'est vraiment le point fort du jeu, il n'y a pas d'optimisation. Alors vous pouvez optimiser, faire un gros build qui va massacrer des dragons, ouais, mais d'un point de vue narratif, il sert à rien ton personnage, parce que quand on va faire autre chose que de la baston, il va rien faire du tout. Il faut vraiment jouer des personnages que vous avez envie de raconter, et ça
ça vous permet de jouer des personnages qui vont avoir des défauts beaucoup plus intéressants, plus profonds. Du relief. C'est ça. Vous pouvez jouer à ce jeu si vous voulez avoir des mages, je veux faire de la recherche magique, voire de la politique. C'est extrêmement un lore, genre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un lore qui est extrêmement fin sur sa politique hermétique. Des fois, c'est totalement débile, mais c'est extrêmement... En fait, chaque mage a une philosophie particulière, en fait, par rapport à la magie. C'est ça qui est très intéressant. D'un point de vue maître de jeu, je conseillerais quand même d'avoir un MJ qui a de l'expérience. Au moins qu'à masteriser d'autres jeux avant, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer dans Ars Magica, et si vous êtes nerveux de votre première fois, c'est peut-être difficile. Il y a pas mal d'équilibrage et comme il n'y a pas de scénario de base, il faut un petit Ouais. peu savoir guider ses joueurs aussi. Ouais. C'est un jeu qui se fait beaucoup en impro aussi. Donc, parce que, alors, je me doute qu'on peut aussi beaucoup écrire, hein, mais en général, c'est plus vous écrivez vos personnages et votre fil rouge, et puis vous allez improviser sur ce que font vos joueurs. Parce qu'en fait, ils peuvent faire tellement de choses, c'est compliqué en fait de tout prévoir. Par contre, en tant que joueur, je conseillerais vraiment à des débutants, parce que ça va vraiment changer en fait des jeux qu'on conseille en général aux débutants, qui sont des jeux un peu de plateau, Donjon Dragon, Pathfinder, parce que du coup, vous allez avoir un aspect beaucoup plus narratif, roleplay, et ils n'auront pas le choix. Parce que ils peuvent pas faire du Donjon Dragon dans Ars Magica. Et ça peut aussi permettre aussi à des joueurs expérimentés, comme moi, de découvrir en fait, ou de redécouvrir cette partie du jeu qu'on a parfois aussi un peu tendance à survoler, un aspect extrêmement narratif. Donc voilà. Est-ce que, en tout cas, vous, Ars Magica, ça vous... Moi, j'ai découvert un univers qui était assez riche et sympathique, effectivement, et qui vraiment te donne des guidelines, qui te guident. Et ça, c'est vraiment bien. Bah, moi, tu sais très bien que j'aime bien et que j'ai hâte de jouer ma taupe rouge Eh ben, pour te terroriser encore un petit peu. c'est parti, je m'engage dans ce podcast. C'est vrai, je me suis engagé déjà avant à, à jouer la campagne. Donc voilà, c'est jouer Ars Magica. Voilà. Et ainsi se termine ce deuxième épisode du comptoir de la guilde. Déjà deux, c'est incroyable. Pour nous représenter encore une fois, nous sommes la guilde des maîtres de jeu. On est à Nancy, on aide les MJ, on fait des formations pour les MJ, on a une bibliothèque qu'on met à disposition. On fait quasiment tout sur Discord en fait, donc si vous voulez nous rejoindre, lien dans la description. On se réunit tous les mois sur Nancy pour aller boire des coups, donc si vous voulez venir boire des coups, n'hésitez pas, tout expliqué sur le Discord. Et donc on va se dire au revoir là-dessus. Xav. Bah, merci de nous avoir écoutés et puis bonne soirée. Merci, Billy, pour tous ces détails et ces explications. Merci à vous deux pour votre analyse fine et très précieuse, comme d'habitude, deux épisodes. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, bisous.